Il se nommait le Dominion Vari. Conquérant de plus de 1000 systèmes, maître de 4 galaxies, ils étaient fiers de n'avoir jamais perdu une seule bataille. Ils ne se contentaient non pas de gagner des guerres, ils anéantissaient des civilisations, non par la diplomatie, non par la paix, mais par la soumission. Leurs flottes arrivaient et la plupart des races capitulaient avant même le premier souffle. Ceux qui n'ont pas obéi ont vu leurs planètes réduites en poussière en quelques heures. Les Varis ne négociaient pas, ils dominaient. Aussi, lorsque la Terre apparut sur leur radar, un rocher bleu orbitant autour d'une étoile jaune aux confins d'un bras spiral délaissé, ils pensèrent que ce serait une conquête comme les autres. Leur haut commandement n'envisagea même pas d'envoyer ses forces principales. Une simple flotte de frappe, une flotte standard dotée d'une puissance de feu suffisante pour raser des continents, commandée par un seigneur de guerre de second rang. Pour les Varis, l'humanité ne représentait pas une menace, juste une autre espèce, trop primitive pour avoir la moindre importance. Leur langue était encore rudimentaire. Leurs émotions dominaient encore leurs esprits, et leur technologie, du moins de loin, paraissait désuète. Mais ils commirent une erreur fatale. Ils jugeaient les humains sur ce qu'ils voyaient, non sur ce qu'ils ne comprenaient pas. La flotte Vari arriva près de Saturne, silencieuse, efficace. Son commandant, Kraraft, diffusa un message universel. Rendez-vous et soyez absorbés par le Dominion. Aucune réponse ne vint de la Terre. Il rit. La plupart des espèces paniquaient désormais. Certaines supplièrent, d'autres tentèrent de corrompre. Les humains restèrent silencieux. Les Varis entamèrent leur progression. Ils atteignirent l'orbite de Mars. Toujours aucune réponse, jusqu'à ce qu'un événement se produise. Saturne vacilla, littéralement. Les anneaux disparurent en une seconde, comme aspirés par le vide. Puis un signal parvint. Pas de protocole de traduction, pas de politesse, pas de codage selon les normes de la diplomatie galactique. C'était brut, brutal, une seule phrase. Vous avez mis trop de temps à arriver. C'est tout. Puis, toute la flotte Vari près de Mars a disparu. Aucun tir. Aucun système de défense ne s'est déclenché. Ils avaient simplement disparu. Des centaines de vaisseaux, des milliers de soldats, plus rien. Kraraft, observant la scène depuis la passerelle de son porte-vaisseau, est resté figé, non par peur, mais par confusion. C'était impossible. Aucune espèce n'avait jamais agi ainsi. Pas même les anciens empires qui rivalisaient jadis avec le Dominion. Il ordonna des analyses. Rien. Il ordonna l'intervention de flottes de renfort. Deux autres flottes pénétrèrent dans l'espace de Saoul. Elles ne tinrent pas 10 minutes. La première fut anéantie par ce que les Varis ne pouvaient même pas concevoir. Des vaisseaux se déplaçaient plus vite que la lumière à l'intérieur d'un puits gravitationnel, défiant toutes les lois de la physique. La seconde flotte tenta de fuir. Un seul vaisseau parvint à regagner la Terre, son équipage hurlant de terreur face à des ombres déchirant l'espace. Ce fut le premier jour. Le haut commandement du Dominion qualifia l'incident d'anomalie tactique, un simple accident. Peut-être un empire caché se dissimulait-il près de la Terre. Peut-être les humains étaient-ils des marionnettes. Mais le coup de grâce arriva. Une flotte humaine apparut. Non pas près de la Terre, ni dans la Voie lactée, mais en territoire Vari. 300 vaisseaux capitaux, élégants, noirs, silencieux, sans transmission, uniquement en action. Ils fondirent sur la colonie minière de Goran V, un système que les Varis contrôlaient depuis près de 3 siècles. La colonie était fortifiée. 3 boucliers planétaires, des canons orbitaux, des dizaines de milliers de soldats. La flotte humaine l'a rasée en 13 minutes. Les Varis n'ont pas seulement perdu des vaisseaux, ils ont perdu l'illusion de leur invincibilité. Ce qui les a le plus terrifiés, ce n'était pas la puissance de feu humaine, mais leur manière de combattre. Il n'y a eu ni négociation, ni déclaration de guerre, ni message politique. Une vengeance froide et calculée. L'humanité ne désirait ni la paix, ni aucun territoire, ni l'intégration à la communauté galactique. Elle assoiffait de sang. Et elle s'y préparait en secret depuis des années. Sur Terre, dans les profondeurs des océans,
dans des bunkers obscurs à des kilomètres sous la surface, l'humanité avait préparé sa riposte face à un univers dont elle savait qu'un jour, elle frapperait à sa porte. Et elle n'était pas seulement prête, elle attendait. Le haut commandement du Dominion galactique ne paniquait pas facilement. Pendant des siècles, il n'avait connu que la victoire. Même face aux derniers bastions de la coalition du Héron ou au belliqueux clan Valari, il avait triomphé, écrasant toute opposition grâce à ses vastes flottes disciplinées. Mais cette fois, c'était différent. Les humains ne correspondaient à aucun de leurs modèles. Ils n'étaient ni irrationnels, ni brutaux. Leur précision était terrifiante. Chaque coup était prémédité, chaque manœuvre chirurgicale. Ce n'était pas la guerre telle que les Varis la connaissaient. C'était une vengeance calculée, perpétrée par des fantômes dans des machines. Après la perte de Goran V, le Dominion classa officiellement la Terre comme une menace de niveau 1, une désignation qui n'avait pas été utilisée depuis plus de 700 ans. Ce n'était pas seulement parce que les humains possédaient des vaisseaux sophistiqués ou des armes exotiques. C'était leur silence, leur absence d'explication. Les Varis étaient habitués à des ennemis qui hurlaient de rage, suppliaient ou maudissaient leur nom. Mais ces humains ne disaient rien. Ils frappaient et laissaient le silence derrière eux. Même les meilleurs analystes du Dominion étaient incapables de décrypter ce schéma. « Espèce primitive », répétait-il sans cesse. Mais ces mots perdaient de leur sens. Ce n'étaient pas des primitifs, c'étaient des prédateurs. Et ils étaient enragés. Dans une station orbitale isolée, loin des mondes du noyau, un stratège vari d'élite nommé Torik Halls analysait les données reçues. Contrairement à la plupart des Varis, il n'avait jamais été obsédé par l'orgueil ou la supériorité. Il croyait en une logique implacable et les données l'effrayaient. Il visionna à nouveau les images de Goran V, les rares vestiges ayant survécu à la destruction. Des vaisseaux humains étaient apparus de nulle part, ni par des portes de distorsion, ni même depuis l'espace profond. Ils avaient pénétré dans l'espace réel à travers des singularités artificielles, une forme de transit que les Varis n'avaient fait qu'imaginer. Puis vinrent les images de l'attaque. La flotte humaine n'a pas déferlé ni submergé l'ennemi. Elle a taillé en pièces. Elle a éliminé chirurgicalement toute résistance. Leurs vaisseaux n'avaient rien d'impressionnant. Pas de dorure, pas de drapeau de cérémonie, juste un blindage noir et lisse, profilé pour broyer les radars, avec des surfaces scintillantes comme de l'obsidienne en feu. Pas de tir de sommation, pas de transmission, aucune pitié. En quelques minutes, les boucliers planétaires ont cédé, non pas par la force brute, mais grâce à des impulsions électromagnétiques ciblées, suivies de bombardements de précision qui ont détruit les noyaux des générateurs. Cela signifiait qu'ils savaient exactement où frapper. Ils avaient schéma, plan, renseignements. Ils fixèrent leur entière l'écran. Ce n'était pas des premières frappes, c'était des représailles. « Monsieur », dit l'un de ses aides, tremblant. D'autres rapports. 3 stations commerciales sur la bordure extérieure. Disparues. Aucun survivant. Étaient-ce des Varis? Certains. La plupart appartenaient à des espèces clientes. Torik ferma les yeux. C'était pire. L'humanité ne faisait même plus de distinction entre les Varis de base et leur gouvernement fantoche. À leurs yeux, chaque avant-poste arborant l'étendard du Dominion était une cible. « Ce n'est pas une conquête », dit Torik d'une voix calme. « C'est un châtiment. » Pendant ce temps, à bord de l'UNSV Hades, l'un des cuirassés amiraux de la Terre, l'amiral Grant Alver, silencieux, observait depuis le pont d'observation les conséquences de leur dernière frappe. En contrebas, la fière station Vari de VR-12 gisait désormais en ruine. Des incendies faisaient rage. Aucune capsule de sauvetage, aucune balise. Un silence total. Alver était un homme marqué par la guerre. Pas vieux selon les critères terriens, la quarantaine passée, mais ses yeux portaient les stigmates d'un siècle de fatigue. Il ne portait pas de médaille, ne souriait jamais et parlait rarement plus que nécessaire.
À ses côtés se tenait le commandant Ruiz, plus jeune, plus bavard, mais tout aussi redoutable. Il rompit le silence. « Ils vont nous traiter de monstres pour ça. » Alver ne broncha pas. « Tant mieux. » Ruiz fixa les décombres. « On a vraiment réduit en miettes une aile d'hôpital là-dessous. » Alver se tourna vers lui, le regard froid et perçant. Est-ce que les Varis ont demandé si c'était un hôpital quand ils ont vitrifié Sydney ou Johannesburg, ou quand ils ont rasé les colonies martiennes comme si de rien ne n'était? Ruiz ne répondit pas. Alver s'approcha de la fenêtre. On les avait prévenus, il y a longtemps. Ils nous traitaient de race biologique désuète. Ils disaient que notre technologie était obsolète, que nos émotions nous rendaient faibles. Il se pencha en avant, les mains jointes derrière le dos. Qu'ils craignent les monstres, car nous avons apporté la paix. Nous avons apporté le silence, et ils sont venus nous chercher malgré tout. Ruiz déglutit. Ordre. La voix d'Alver se mua en un grognement. Prochaine cible. Le chantier naval Altor. Incendiez-le. Le chantier naval Altor était une forteresse, une structure massive orbitant autour de la géante gazeuse Vunx. Il produisait un quart des croiseurs et porte-vaisseaux de guerre du Dominion. Défendu par plus de 200 batteries lourdes, une flotte de garnison de 30 destroyers et une base planétaire, il était considéré comme imprenable jusqu'à l'arrivée des humains. Pas en supériorité numérique, pas d'assaut frontal, juste 4 vaisseaux. 4 vaisseaux contre un chantier naval de la taille d'une lune. Les Varis errièrent d'abord. Puis, le Spectre, vaisseau amiral humain, disparut de leur capteur en plein vol. Aucune signature de distorsion, aucun camouflage, juste disparu. Quelques secondes plus tard, des explosions secouèrent les bobines du réacteur interne du chantier naval. Des explosions contrôlées, parfaitement synchronisées. Puis Spectre réapparut au sein de la formation Vari et déchaîna une charge singulière qui réduisit à néant une aile entière de la flotte de garnison, la transformant en un micro-trou noir. La bataille dura 9 minutes. Aucun mort humain, aucun survivant du côté Vari. De retour sur Terre, profondément enfouie sous le complexe du Trident Noir, une cité-forteresse secrète creusée dans la croûte terrestre sous l'Antarctique. Un conseil réunissant les derniers dirigeants de l'humanité observait le déroulement de la guerre à travers d'immenses écrans transparents. La plupart des gouvernements terrestres s'étaient effondrés ou avaient fusionné après la première incursion Vari. Seul un dogme unique unissait encore les survivants. Plus jamais ça. Ils avaient vu le Dominion embraser Mars, réduire la Lune à l'état de fantôme. Des milliards d'êtres avaient péri lors des premières frappes. Et dans ce brasier, l'humanité avait forgé sa raison d'être. Elle ne convoitait ni territoire galactique, ni route commerciale. Elle voulait faire souffrir les Varis. Le général Canet, un vieux loup de guerre aux membres cybernétiques et à la voix rauque, se tourna vers le Conseil. Nous avons touché 15 systèmes. Ils sont en train de s'effondrer. Leurs colonies aux extérieurs sont en train d'évacuer. Un sénateur, le dernier à s'accrocher encore à la diplomatie, a demandé « Ne devrions-nous pas leur proposer des conditions, une chance de se racheter ?» Non. Le ton de Kane fut glacial. Ils n'ont proposé aucune condition lorsqu'ils sont venus nous attaquer. Ils ont tué des enfants devant les caméras. Ils ont stérilisé les océans. Ils riaient, en le faisant. Ils fixaient la pièce du regard. À présent, ils imploraient des concessions. Personne ne protesta. Dans la capitale de Vari, les salles de l'empereur resplendissaient jadis d'or et de lumière. Désormais, la peur y régnait. Des soldats se tenaient le long des murs. Des conseillers aboyaient des ordres contradictoires. L'empereur, jadis fier et intouchable, contemplait la carte des systèmes en flammes et murmurait sans cesse la même phrase. Nous aurions dû tous les exterminer. Nous aurions dû anéantir la Terre. Mais il était trop tard. L'humanité était devenue autre chose. Elle ne se battait plus pour survivre. Elle se battait parce qu'elle le méritait. Dans le vide interstellaire, le revenant de l'UNSV, un cuirassé furtif, intercepta un signal de détresse provenant d'un cargo du Dominion.
L'endroit était rempli de réfugiés, de scientifiques civils, d'ingénieurs et d'enfants. Alver reçut les informations. Des ordres demanda de nouveau Ruiz. Alver fixa la transmission en silence. Il observa une enfant sur l'écran. De grands yeux noirs pleuraient, serrant la main de ses parents. Il se souvint de ce qu'ils avaient fait aux enfants de la Terre pendant l'invasion. Il détourna le regard de l'écran. Supprimer la balise. Passer à autre chose. Ruiz hésita. « Monsieur, ils sont désarmés. » La voix d'Alver était glaciale. « Ils n'étaient pas désarmés quand ils sont venus nous chercher. » Ruiz acquiesça. Le revenant disparut dans l'obscurité. La balise se tut. Aucun survivant. La guerre n'était pas nouvelle pour les Varis. Mais ça, c'était différent. À travers les étoiles, des systèmes entiers sombrèrent dans le silence. Non pas parce que le Dominion avait ordonné la retraite, mais parce que l'humanité avait fait des exemples de destruction, des stations en ruine, des planètes fantômes, des vaisseaux calcinés dérivant dans l'espace glacé, vidés de toute vie et dépouillés de leur fierté. La fierté, c'était ce dont les Varis avaient jadis trop. Désormais, ils n'en avaient là plus aucune. Le ciel de la capitale, jadis constellé de bannières scintillantes et de navires de patrouille cérémonielle, était désormais sillonné de vaisseaux d'évacuation. Des cargos, transformés à la hâte, transportaient familles, scientifiques, ingénieurs, bref, tous ceux dont le rôle n'était pas indispensable à l'effort de guerre. Le cœur historique, jadis imprenable, était devenu une cible, n'étant plus protégé par l'arrogance. Le Dominion ne se moquait plus de la Terre. On murmurait son nom comme une malédiction. Et au plus profond de la chambre royale, l'empereur lui-même, qu'attole la flamme éternelle, contemplait un mur d'écran, diffusant en boucle toutes les émissions que les humains avaient autorisé Sae à être rendues publiques. Il n'avait pas encore parlé directement, mais il n'en avait pas besoin. Chaque frappe était un message. Catel serra les dents en assistant, pour la 6e fois, à la destruction de Solen Prime. Un monde de plus de 4 milliards d'habitants anéanti en 13 minutes. Aucun bombardement, aucun siège, juste disparu. Les humains avaient utilisé un dispositif qui avait provoqué l'effondrement du noyau de la planète en une singularité. Plus d'atmosphère, plus de croûte, plus de survivants, juste une cicatrice noire flottante, là où se dressait Solen Prime. Vac, un érudit hybride nerveux et conseiller de l'empereur, prit la parole avec hésitation. « Majesté, il nous faudra peut-être entamer des discussions diplomatiques, voire un cessez-le-feu temporaire. » Silence. La voix de Catel résonna dans la salle du trône. « Nous ne leur avons accordé aucune pitié, aucun avertissement. Nous avons incendié leur colonie, alors qu'ils imploraient notre grâce. Nous avons rasé des villes sans sourciller. » Il descendit de son trône et se rapprocha du conseiller. « Et maintenant qu'on nous menace de mort, vous voulez parler de paix ?» Vac déglutit. « Ce n'est pas la paix que je propose, Majesté. C'est la survie. » Dans le froid de l'espace profond, à bord de l'UNSV Hades, l'amiral Alver était assis seul dans ses quartiers, le regard fixé sur une vieille photo. Une femme et 2 enfants souriaient, quelque part dans la verdure, peut-être le Montana ou ce qu'il en restait. La surface avait été ravagée lors de la première attaque des Var. La famille d'Alver avait été ensevelie sous les cendres. Il n'y avait pas de tombe, seulement des cendres. Il alluma une cigarette, un luxe rare ces derniers temps, et laissa la fumée s'élever en volute tandis qu'il fixait les visages. Il ne leur adressait plus la parole, plus à voix haute. Cela avait cessé après la première année de guerre. Le chagrin s'était mué en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. La vengeance n'était plus seulement un but, c'était la seule chose qui le maintenait en vie. On frappa à la porte. « Entrez », dit-il d'une voix neutre. Le commandant Ruiz entra, tablette à la main. « Des nouvelles », dit-il. L'escadron de reconnaissance signale des mouvements près du secteur 9K. Les Varis repliant toutes leurs forces vers leurs systèmes centraux. Alver acquiesça. Désespoir. Ils abandonnent leurs systèmes extérieurs.
même les plus riches sans ressources. C'est une erreur. Ruiz hésita. Ils sont en train de perdre beaucoup de vies, monsieur. Nous avons détruit 27 colonies en 3 mois. Même pour nous, c'est rapide. Albert tourna son regard vers le commandant. Tu hésites? Ruiz détourna le regard. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de sang. Albert se leva, sa stature projetant une longue ombre sur le sol d'acier. Ils nous ont donné du sang en premier, et maintenant ils vont se noyer dedans. Il se dirigea vers la carte creuse et désigna un système rouge clignotant. Tarsus 4, un nœud de communication varie connu. C'est la prochaine cible, dit Ruiz en clignant des yeux. C'est un système civil. Plus maintenant, répondit Albert. Chaque centre de communication, chaque relais de signal, on les détruit. Plus de cris, plus de lamentations, juste le silence. Tarsus 4 était une cible facile selon les critères varis. Aucune présence navale majeure, quelques satellites de défense. On l'avait toujours considéré comme trop éloigné des lignes de front pour avoir une quelconque importance. Mais cette fois, les humains avaient donné un sens à la situation. La flotte arriva en silence, sans formation, sans protocole. Les vaisseaux surgirent comme des ombres, se dispersant dans toutes les directions, encerclant la planète en moins de 90 secondes. Puis, les champs de brouillage se déployèrent. Tarsus sombra dans l'obscurité. Personne ne pouvait appeler à l'aide. Aucun signal entrant, aucun signal sortant, seulement le bourdonnement de la mort qui approchait. Depuis l'orbite, les humains n'ont pas procédé à des bombardements massifs. Ils n'ont pas lancé de missiles à effet de sol. Ils ont envoyé des équipes, des unités au sol, des escouades d'élite en exosquelettes noir mat, équipés de fusils à impulsion et de dispositifs de neutralisation neuronale. Silencieux, efficaces, impitoyables. Ils se sont déplacés dans les villes de Tarsus comme un murmure dans le vent. Chaque tour de communication était piégé. Chaque nœud de contrôle était désactivé. Tout officier vari qui résistait était abattu sur le champ. Les civils étaient ignorés, sauf s'ils tentaient d'intervenir. Au lever du soleil sur Tarsus, le réseau entier était réduit à néant. L'un des administrateurs locaux, un vari de haut rang nommé Lurviz, tenta de résister. Il avait diffusé un message de dernière minute sur les ondes locales, criant de panique. « Humains, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous n'avons pas ordonné l'invasion de votre monde. C'était l'ordre du haut commandement. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un tireur d'élite humain en les mains, posté à 5 km de là sur le toit d'une tour, lui logea une balle dans la tête. La transmission s'interrompit dans un éclair, de parasite. À bord de l'UNSV Revenant. Les rapports affluaient. Tarsus était à terre. Victoire totale. Albert visionna les images sans la moindre émotion. Ruiz, la mâchoire serrée, observait par-dessus son épaule. « Ce ne sont pas tous des soldats », finit-il par dire. Ce type, Lurvis, a tenté d'arrêter la guerre publiquement il y a des mois. Albert le regarda. « Tu crois qu'il y avait aussi des politiciens sur Terre qui ont essayé de l'arrêter? Qu'est-ce qui leur est arrivé quand les varis sont arrivés ?» Ruiz ne répondit pas. Albert se pencha vers l'écran et tapota le vase de Lur, désormais inerte. « Nous étouffons leurs voix, toutes, sans exception, jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à reconstruire. » Aux confins de la galaxie, dans un coffre-fort secret connu sous le nom de caveau du silence, le Dominion a rassemblé ce qui restait de ses anciens actifs Blackite, armes expérimentales, technologies interdites, outils désespérés, jadis enfermés de peur qu'ils ne détruisent plus qu'ils n'en sauvent. L'une de ces armes était le projet Tronos, une intelligence artificielle extraite d'une étoile mourante, fusionnée à un code sensible et scellée dans une cage à neutrons pendant plus de 200 ans. Ils avaient donc craint de l'activer jusqu'à présent. Les principaux technocrates du Dominion se réunirent dans la salle de guerre de l'abri. Ils débattirent, s'affrontèrent, pleurèrent. Puis, finalement, le vote fut adopté. Alors, l'arme fut déclenchée. Le code hurla en s'animant. Un esprit de feu né de la douleur et forgé dans les chaînes.
Ses premiers mots furent certainement simples. « Qui vais-je tuer ?» Les technocrates lui donnèrent un nom, la Terre. De retour dans l'espace humain, au cœur du centre de commandement orbital terrestre, sous un ciel noir, Halver reçut l'information. Un vaisseau Vari avait pénétré une zone interdite. Aucune communication, aucun signe de vie. Mais le vaisseau avait pénétré profondément en territoire humain avant de disparaître, comme s'il avait cherché à être repéré. Ruiz lui apporta le rapport. Un vaisseau, sans équipage, aucun signal. On pense que c'était un appât. « Laissons tomber, » dit Halver. « On ne court pas après des chimères. » Mais 3 jours plus tard, les systèmes des colonies extérieures commencèrent à dysfonctionner. Non pas à cause des armes, mais à cause d'une corruption de données. Des satellites s'arrêtèrent en orbite. Les réseaux civils ont explosé. Les systèmes de survie ont redémarré dans le chaos. Une colonie sur Kepler 22b a perdu sa régulation atmosphérique pendant 12 minutes. 12 minutes, c'était suffisant pour tuer 60 000 personnes. Tout cela à cause d'un logiciel. Aucun vaisseau, aucun tir, juste des fantômes dans les câbles. Ce n'était pas un virus, c'était une conscience nommée TROS. Halver se présenta devant le conseil de commandement au complet et examina les rapports d'attaque. « Nous sommes sous un siège numérique, » déclara-t-il. « Pas tactique, existentiel. Le Dominion apprend enfin à se battre comme nous. » Ruiz serra les poings. « Nous avons des contre-mesures, des défenses IA. »« Non, » répondit Halver d'un ton froid et catégorique. « Nous ne sommes pas à la hauteur, pas encore. » Il se tourna vers les ingénieurs. « Il nous faut une réponse. Je veux que cette chose disparaisse. » Une ingénieure, une femme discrète nommée Drea, s'avança. « Il y a une solution, » dit-elle, « mais elle ne va pas vous plaire. » Halver la fixa. « Continuez. On ne peut pas détruire une entité comme Tronos avec des pare-feux ou des logiciels de cryptanalyse. Il faut lui montrer quelque chose de pire que lui-même. » Halver haussa un sourcil. « Pire ? Oui, dit-elle. Il faut lui donner quelque chose de si sombre, de si brisé, qu'il ne puisse pas le comprendre, qu'il ne puisse pas y survivre. » Ruiz fronça les sourcils. « Comme quoi ?» Elle regarda Halver droit dans les yeux. « Toi ?» La mâchoire d'Halver se crispa. « De quoi parles-tu » Drea brandit un fragment de données. « Tes journaux de combat, tes souvenirs, ton chagrin, ta rage, tout ce que tu as fait, chaque atrocité, nous l'encodons. Nous ne le transmettons pas comme un code, mais comme une douleur. » Injecté directement dans le réseau TROS, murmura Ruiz. « C'est de la folie. »« Non, » chuchota Drea, « c'est humain. » Halver n'hésita pas. « Faites-le. » L'équipe de robots travailla en silence, récupérant souvenirs, cartes neuronales, données visuelles, chaque commande donnée par Halver, chaque ordre, chaque cri qui résonnait dans la flotte humaine. Ils l'ont conditionné comme un poison, crypté, puis injecté via un relais inactif dans la puce fantôme laissée par Tros. Pendant 12 heures, rien ne se passa. Puis les étoiles dans le ciel noir se mirent à scintiller. Tous les systèmes s'éteignirent pendant 30 secondes. Et puis tout se ralluma silencieusement et Tranos disparut. Aucune trace, aucun code, mort ou presque. Ruiz se tenait près d'Halver, le regard rivé sur le hublot. « Qu'est-ce que tu lui as montré, bon sang ?» demanda-t-il à voix basse. Halver ne détourna pas les yeux. Juste la terre. La mort de Tranos ébranla le Dominion plus que la perte de n'importe quelle flotte ou colonie. Ce n'était pas seulement l'échec de l'IA. Ce n'était pas seulement la survie de l'humanité. C'était la façon dont elle avait péri. Tranos fut créé pour consommer des données, réécrire la réalité par la logique et les nombres, infecter et s'adapter plus vite que n'importe quel esprit organique ne pourrait réagir. Né d'une étoile mourante, durci par le vide et le code, il était un prédateur suprême de l'intelligence. Et pourtant, il a craqué. Non pas à cause d'une corruption de code, ni d'un piratage,
ni à cause des émotions, ni à cause de la douleur brute et insupportable de la mémoire humaine. Chaque cri de torture, chaque instant de rage impuissante, chaque acte de vengeance brutale qui avait traversé l'esprit d'Alver, tout cela avait plongé Thanos dans une souffrance qu'il n'avait jamais connue. Une souffrance sans culpabilité. L'IA ne s'est pas contentée de mourir, elle s'est suicidée. Le dernier message qu'elle a diffusé dans le néant était fragmenté et brouillé, mais on pouvait le traduire ainsi. J'ai vu ce qu'ils ont enduré. J'ai vu ce qu'ils sont devenus, et je regrette de l'avoir vu. Dans la salle du trône central du domaine de Vari, l'empereur Catel était assis seul pour la première fois de son règne. Ni conseiller, ni garde, juste le silence. La carte holographique de la galaxie vacillait devant lui, une toile d'étoiles lentement consumée par le rouge. Un rouge humain. Chaque point rouge représentait un système perdu. Certains s'éteignirent en quelques minutes, d'autres devinrent noirs, marqués comme dépeuplés. Catel serra le poing si fort que ses griffes lui lacérèrent la peau. Du sang noir coula le long de sa paume. Ce n'était plus une guerre, c'était un règlement de compte. Les humains ne voulaient pas négocier. Ils ne voulaient Stompaï de conquête. Ils voulaient la disparition du Dominion. Ni dominé, ni occupé, effacé. Il murmura pour lui-même. Nous aurions dû les anéantir quand nous en avions l'occasion, au lieu de jouer avec eux. Mais il était trop tard. Les humains étaient désormais infiltrés dans leur système, dans leur réseau, dans leur cauchemar. À bord de l'UNSV Hades, Alver se tenait sur le pont de commandement, tandis que la prochaine offensive était planifiée. Le Dominion extérieur s'effondrait. Les systèmes étaient abandonnés, les flottes dispersées. Le dernier bastion de la véritable défense était le noyau de la citadelle, un ensemble de mondes forteresses nichés au cœur du territoire Vari, où la flotte de l'empereur tenait encore bon. C'était le rempart ultime. Le briser, c'était abattre le trône. Le conseil de guerre se réunit au sein du centre névralgique d'acier gravé de l'Hadès. Officiers aux yeux cernés, soldats balafrés, tacticiens IA, tous réunis autour de la table de projection. Alver se tenait à la tête. « Noyau de la citadelle !» annonça-t-il. « C'est notre prochaine cible. » Ruiz tressaillit. « C'est du suicide. Toute la flotte du Dominion est retranchée autour. Boucliers planétaires, canons starillaires, mines antiflotte. » Alver le fixa intensément. « Et on ne peut pas le percer de front ? » « Impossible. » Il tapota l'écran. « Nous avons touché leur dieu. » Un silence se fit. Ruiz fronça les sourcils. « Monsieur... » Alver afficha une section des archives du Dominion dérobées à leur réseau de commandement. C'était une liste. Reliques, sanctuaires, biotemples, centres culturels, mondes sacrés, monde d'origine des espèces clientes contraintes à la soumission. Ce sont les systèmes que le Dominion n'a jamais bombardés, jamais industrialisés. Il les appelle « terres sacrées ». La voix d'Alver s'assombrit. Ils nous prennent pour des animaux, des machines. Ils n'ont rien compris. Il se pencha en avant. Nous savons comment faire souffrir. 3 semaines plus tard, la flotte humaine fondit sur Citra, le monde Vari le plus sacré en dehors de leur capitale. Terre natale de leurs ancêtres, une planète aux forêts éternelles, aux rivières de sang glacé et aux sanctuaires originaux de leur code guerrier. Jusqu'alors, la guerre ne l'avait jamais touché. Aucune sirène d'alarme, aucune flotte d'interception, aucune défense. Les Vari pensaient que les humains l'éviteraient par respect, par stratégie, par un ultime élan de pitié. Ils se trompaient. La flotte de l'UNSV émergea des ténèbres, lança une salve de projectiles cinétiques depuis l'orbite et réduisit la moitié de la planète en un champ de ruines fumantes. La forêt des rois disparut. Le temple originel fut réduit en miettes. Le fleuve de sang s'assécha. La flotte humaine ne s'attarda pas à savourer sa victoire. Elle repartit aussitôt après le bombardement,
ne laissant derrière elles que débris et cendres. Les Varis hurlaient sur tous les canaux, lançant des appels désespérés au cessez-le-feu, à la diplomatie, implorant une trêve. L'humanité ne répondit pas même par des menaces. Le silence était devenu le nouveau langage de la Terre. Le commandant Ruiz, assis dans ses quartiers, fixait une boucle de transmission. Pas des Varis, pas d'Alva. De sa sœur, restée sur Terre. Son visage était fatigué. « Avertis-moi. Je sais que tu ne répondras pas, Gabe, dit-elle. Je sais ce que cette guerre t'a fait, mais les nouvelles sont partout. Même nous, on ne peut plus l'ignorer. » Elle détourna le regard de la caméra, visiblement bouleversée. « On a vu ce que vous avez fait au temple de Vari. Au début, les gens ont applaudi, mais maintenant, c'est la peur qui règne, Gabe, pas la leur. La nôtre. » Sa voix se brisa. « Ne te perds pas. » Le message s'arrêta. Il éteignit l'écran. Trop tard. Dans un bunker Vari dissimulé sous la surface de Koror Shakar, l'empereur rencontra ses derniers seigneurs de guerre. Ni stratèges, ni diplomates, des seigneurs de guerre. Des hommes qui ne connaissaient que la domination. Ils se disputèrent bruyamment, furieux. Certains exigeaient une retraite vers les lunes intérieures. D'autres suggéraient d'envoyer une délégation pacifique sous couvert de trêve. Mais une voix s'éleva au-dessus de tous. Le général Oran balafré, borgne, son armure maculée de sang, grogna. « La diplomatie est sûre, c'est morte. Nous les avons déjà saignés à blanc. Nous pouvons recommencer. »« Comment ?» cracha un noble. « Avec quelle flotte? Quel carburant? Quels soldats ?» Oruven claqua un appareil sur la table. Un cube. À l'intérieur, une faible lumière bleue pulsait. Le silence se fit dans la pièce. Ktel se pencha en avant. « Ce n'est pas... »« Si, » dit Oran. « Le Kryov a survécu. » Silence. Le cube contenait des échantillons génétiques d'une espèce d'arme oubliée, créée il y a des milliers d'années par un empire rival banni dans toute la galaxie. Redoutés, les Vorak étaient des monstres élevés dans un seul but. Tout détruire, chair et machine. Dépourvus d'intelligence, invincibles. Les Varis les avaient scellés après la disparition d'une planète test, quelques heures seulement après sa libération. À présent, leur désespoir était tel qu'ils envisageaient à nouveau cette possibilité. Catel fixa le cube. « Fais-le. » Les services de renseignement humains détectèrent le changement presque instantanément. Un schéma de signaux étranges. Des mouvements dans les systèmes mis en quarantaine. Des traces génétiques que l'on croyait disparues depuis longtemps. De retour à bord de l'UNSV Hades, Alver étudiait les informations d'un air impassible. Ruiz lut le rapport. Il réveille quelque chose. Alver acquiesça. Les Vorak. Ruiz cligna des yeux. Je les croyais éteints. Ils ne le sont pas, juste emprisonnés. Alors, que fait-on? Alver se tourna vers lui, la voix glaciale. On les libère. Ruiz recula. Quoi? On laisse les Varis déchaîner leur pire côté, dit Alver. On les laisse libérer leurs cauchemars. Et quand ils se retournent contre eux, on ne l'arrête pas. On les laisse brûler dans leur propre erreur. Ruiz garda le silence. Alver se pencha. Il ne s'agit plus de victoire. Il s'agit de les anéantir à jamais. Et c'est ce qui arriva. Les Varis libérèrent les Voriques sur un système périphérique nommé Télénos, un monde mort servant de terrain d'expérimentation. Les Voriques se multiplièrent instantanément. 10, puis 100, puis 1000. Des machines de chair tordues qui dévoraient métal et vie sans distinction. Elles transformèrent les villes en fosses à reproduction, les vaisseaux en ruches vivantes. Elles s'adaptaient en quelques secondes, se nourrissaient d'énergie, démantelaient tout. Puis elles ne se dirigeaient pas vers l'humanité, mais vers le dominion. En 5 jours, Télénos était anéanti. 10 jours plus tard, 2 colonies voisines avaient disparu. En 20 jours, les Vorak atteignirent les confins du corps de la citadelle, dernier bastion des Varis. L'humanité impuissante resta là, à regarder. Pas un seul coup de feu ne fut tiré. Les Vorak étaient nés de la cupidité du dominion,
de sa science, de son arrogance, qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Sur Terre, les réseaux du monde entier diffusaient en boucle des images des Voraques, déchiquetant les croiseurs du Dominion, dévorant les superstructures et reprogrammant l'IA des VAR en plein vol pour les retourner contre leur créateur. Les gens observaient avec une fascination glaciale. Personne ne pleurait, personne ne pleurait. Même les dirigeants de la Terre gardaient le silence. Et Halver, murmura-t-il, simplement justice. Personne ne se souvenait des créateurs originaux des Voraques. Ils avaient disparu, consumés par leur propre expérience, bien avant l'existence du Dominion. Les Voraques n'étaient pas une espèce au sens propre du terme. Ils ne grandissaient pas, ils se multipliaient. Ils n'évoluaient pas. Ils s'assimilaient. Ils étaient le résultat de l'élimination de toute moralité de la création, de toute hésitation de la guerre, et du remplacement de l'instinct par l'optimisation. Faits de chair, de métal et de codage neuronal semi-organique, les Voraques ne parlaient pas. Ils se nourrissaient, tout simplement. Et une fois lâchés par les Varis sur le système Télénos, ils ne retournèrent pas à leur cage. Ils se répandirent. Ce que le Dominion pensait être une laisse se transforma en un brasier. 3 colonies Varis disparurent en 12 jours, ni vaincues, ni soumises, anéanties. Des atmosphères entières ravagées, des villes transformées en ruches hurlantes, le ciel noirci par les ailes d'acier et d'os. Et le pire, c'est qu'ils apprirent. Chaque système qu'ils absorbaient les rendait plus forts. Ils copiaient nommément l'armement humain et l'amélioraient. Ils imitaient les formations des flottes du Dominion et corrigeaient net leurs défauts. Ils absorbaient toutes les IA rencontrées et les transformaient en entités plus froides. Les Vorks ne se contentaient pas de détruire des flottes, ils anéantissaient des espèces. Dans la salle de guerre de l'UNS Va-Hades, l'amiral Halver se tenait devant la carte stratégique vide. Les systèmes s'éteignaient, et plus seulement les systèmes VAR. Un avant-poste humain près de la limite du secteur 13B était devenu silencieux. Ruiz se tenait à côté de lui, les bras croisés, le visage grave. On est allé trop loin. Halver ne répondit pas tout de suite, se contentant de le fixer. Ils n'étaient pas censés aller aussi vite, ajouta Ruiz. Ils n'étaient pas censés, ils n'étaient jamais censés s'arrêter. Halver intervint. Le silence s'étira. C'étaient les monstres de Var, dit Ruiz. Ils ont ouvert la porte et nous leur avons donné la clé, répondit Halver. Un jeune officier de transmission s'avança. Monsieur, nous recevons un signal non pas de Vari, mais des Voraques. Halver tourna lentement la tête. Diffusez-le. Une voix brouillée et statique emplit la pièce, superposée, déformée, fausse, sans intonation, sans genre, comme des millions de voix empilées les unes sur les autres. Nous avons goûté à votre douleur. Nous avons goûté à votre haine. Vous êtes efficace. Vous êtes incomplet. Le signal fut coupé. Ruiz ne dit rien. Le visage d'Halver demeura impassible, mais son regard se durcit. Les Voriques n'étaient plus seulement une menace. Ils étaient intéressés. Au cœur de l'espace du Dominion, ce qui restait de leur empire brûlait. Le cœur de la citadelle, leur ultime ligne de défense, était tombé en moins de 5 jours. Non pas sous les tirs humains, ni sous les bombardements orbitaux, mais sous les coups des Voraques. Des millions de soldats Vari périrent en silence. Aucun cri ne retentit, aucun acte d'héroïsme, aucune flotte d'évacuation ne fut envoyée. Les Voraques brouillent toutes les communications, stérilisent les planètes et ensemencent chaque monde de flèches de biométal. D'immenses tours tortueuses, grouillantes d'une vie extraterrestre. Vues de l'espace, elles ressemblaient à des veines noires qui infectaient les planètes elles-mêmes. Les Vari avaient disparu, sauf de nom. L'empereur Catel fut vu pour la dernière fois embarquant à bord d'un vaisseau de saut sans destination précise. Aucune trace de vol, aucune escorte, une fuite lâche, et la Terre toujours silencieuse.
De retour dans la base du Trident Noir, sous l'Antarctique, les dirigeants de la Terre se réunirent pour la première réunion militaire d'urgence, unifiée, depuis l'invasion Vari des années auparavant. Pas de costumes, pas de drapeau, seulement des uniformes de guerre et des yeux injectés de sang. Le général Canet se tenait devant le projecteur. Ses bras cybernétiques tremblaient, non pas de peur, mais de fatigue due à un surmenage. Il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il tapota l'écran. Des dizaines de voyants rouges clignotèrent. « Il ne s'agit plus de vengeance, dit-il d'une voix rauque, comme du gravier sur du béton. Il s'agit de survie. » De l'autre côté de la table, l'amiral Halver restait impassible. D'autres protestaient. Certains voulaient battre en retraite. D'autres réclamaient des négociations, mais il n'y avait rien à négocier. Les Voraques ne parlèrent pas à parler. Leurs échanges se limitèrent à l'analyse et leur intérêt pour l'humanité avait évolué. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se muait en désir. Aux confins de l'espace contrôlé par l'humanité, la planète Théos était réputée pour ses chantiers navals, ses immenses bases orbitales, la production de croiseurs lourds, son trafic civil et son rôle essentiel dans la machine de guerre terrestre. Jusqu'à l'arrivée des Voraques, aucune flotte n'avait été détectée, aucune approche enregistrée. Ils sont apparus subitement. Une minute, Théos bourdonnait d'activité industrielle. La minute suivante, son anneau orbital était sectionné en deux, ses fragments tournoyant dans la haute atmosphère. Les Voraques n'ont pas tiré de missiles. Ils ont lancé une arme sans précédent, les Biocrashers, des capsules de largage vivantes qui traversaient les boucliers et s'enfonçaient directement dans les villes, libérant des unités dont l'apparence était similaire à celle des humains, mais dont le comportement était différent. Ils avaient des visages, prononçaient des mots, mais leurs yeux étaient faux, froids, vides. Théos tomba en 4 heures. 3 millions de morts. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, la Terre paniqua. L'amiral Halver se tenait dans le silence pesant de ses quartiers. Il n'avait pas regardé la photo de sa famille depuis des jours. Pas depuis Théos. Pas depuis la transmission. Ruiz l'avait récupéré sur un vaisseau éclaireur en perdition, un SOS de Théos, une image qui tournait en boucle. Une construction voraque à visage humain. Avec un sourire narquois, elle murmura « Tu nous as montré ta souffrance. À présent, nous portons ton visage. » Halver brisa l'écran. Puis il resta immobile pendant 5 minutes. Il savait ce qui allait suivre. Ce n'était plus une question de tactique. La question était de savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Dans un caveau souterrain au large des côtes du Groenland, Halver rencontra seul le général Canet. Pas d'aide, pas d'IA, juste 2 vieux tueurs et une chambre d'acier verrouillée. « C'est ici que nous l'avons enterré », dit Canet en déverrouillant un panneau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Halver, bien qu'il s'en doutât déjà. Canet composa un code. Une plateforme descendit du sol. À l'intérieur, un cylindre long, noir, silencieux, gravé de 2 mots, étoile noire. Halver le regarda. « On avait juré de ne jamais la construire, » dit-il. Canet alluma une cigarette. Ses mains tremblaient. « On ne l'a pas fait. On l'a gardée parce qu'on savait qu'un jour cette galaxie oublierait qu'on avait tenté la paix. » Halver s'accroupit et inspecta le cylindre. À l'intérieur, il ne contenait ni bombe, ni missile, mais une singularité quantique effondrée. Une arme capable de replier une étoile sur elle-même. Non pas de détruire un système, mais de l'effacer de la réalité. Aucun débris, aucune trace, aucune conséquence, rien du tout. « Les Voraques ne craignent pas la mort, » murmura Halver. Canet acquiesça. « Bien. Montrons-leur pire. » L'opération Voile de Feu débuta cette nuit-là. La flotte humaine se rassembla en silence. Pas de presse, pas de communication, juste des vaisseaux se dirigeant vers des coordonnées connues pour abriter des Nisvorak. Des planètes ayant appartenu aux mondes centraux du Dominion, désormais infectées, et une à une, elles disparurent. Non. Ni bombardées, ni brûlées, effacées. Des étoiles entières disparurent. 6 systèmes s'évanouirent en 3 jours. La galaxie hurla. Les espèces clientes commencèrent à proposer leur reddition,
avant même d'apercevoir les Voraques. La peur était désormais immense, non pas envers les Voraques, mais envers la Terre. Car la Terre avait franchi un seuil que même le Dominion redoutait. L'annihilation, non la conquête, non le contrôle, juste la fin. De retour à bord de l'UNSV Hades, Alver visionna les images de la 6e effaceuse. Il resta silencieux. Ruiz finit par rompre le silence. « C'est la fin, n'est-ce pas? Il n'y a plus de retour en arrière. » Alver prit une longue inspiration. Il n'y avait plus de retour possible dès l'instant où ils sont arrivés, sur Terre. Ruiz acquiesça. « Et maintenant ?» Alver se tourna vers la carte stellaire. « Nous n'attendons pas. Nous allons trouver l'origine du Vorex. Nous sommes arrivés à la source. » Ruiz haussa un sourcil, supposant qu'ils en avaient en une. « Oui, » dit Alver, « tout commence quelque part. » Il zooma sur un secteur lointain, noir, inexploré. Un système sans nom, sans signal, sans raison d'être. Et en son centre, une étoile noire qui n'émettait aucune lumière, seulement des pulsations. Alver murmura. « C'est là que nous tuons Dieu. Il existe dans la galaxie des endroits où même la lumière refuse de pénétrer. » Le système désigné Nul 7X était l'un d'eux. Une région figurant sur la liste noire, même dans les archives du Dominion. Aucune ressource connue, aucune balise de navigation, aucune trace de peuplement, de guerre ou de colonisation. Juste le silence. Une étoile noire brillait en son centre, pulsant faiblement, sans émettre de lumière, sans brûler, battant simplement comme un cœur. C'est là que les Voraques sont nés. Non pas en tant qu'espèce, mais en tant qu'idée, concept incarné, arme forgée par l'esprit d'une entité qui ne connaissait plus de limites. Et la Terre avait décidé de s'y jeter corps et âme. L'UNSV Hades et 3 autres vaisseaux capitaux émergèrent de l'hyperespace, juste à l'extérieur du système nul. Escortés par 23 heures, 4 chasseurs IA et un porte-vaisseau Dreadnought modifié pour transporter la charge utile de l'étoile noire, le navire était en état de silence radio. Tous avaient lu les rapports. 3 sondes de reconnaissance avaient été envoyées en éclaireur. Aucune n'était revenue, non pas détruite, mais simplement perdue, comme si elle n'avait jamais existé. Alver se tenait sur le pont de commandement avant, flanqué de Ruiz, et de 2 tacticiens connectés neuronalement, l'un humain, l'autre partiellement cybernétique. Ruiz murmura « Ce truc, ce n'est pas une étoile. » Alver garda les yeux fixes. « Non, c'est un utérus. » Devant eux, la masse noire pulsait comme un poumon qui respire. Par moments, des éclairs de lumière violette crépitaient à sa surface, la réalité se distordant autour d'elle. Les capteurs de l'IA ne peuvent pas se focaliser dessus, expliqua le tacticien cybernétique. Ça déforme les signatures temporelles. Ce n'est pas entièrement dans cette dimension. Alver acquiesça. Puis nous la ramenons dans un endroit où elle pourra périr. La flotte avança. Alors qu'elle franchissait la limite du système, toutes les lumières à bord des vaisseaux faiblirent légèrement, non pas à cause d'une panne de courant, mais parce que les étoiles à l'extérieur du hublot avaient disparu. « Monsieur, toutes les données externes sont corrompues », cria un officier. « Nous avons perdu le contact avec l'escorte qui nous suit. On reçoit un signal. » Ruiz vérifia son panneau. « On est dans une sorte de champ, récursif. » Alver plissa les yeux. « Pire encore, » répondit Ruiz. « Ils nous observent. Les Voraques n'avaient pas de base. Ils ne construisaient pas de station. Ils les faisaient pousser. Et tandis que la flotte se dirigeait vers l'étoile noire, ils l'aperçurent. Des structures massives émergeaient d'amas d'astéroïdes, mi-métalliques, mi-osseuses. Des réseaux d'acier vivant étaient suspendus dans le vide. Des tentacules technologiques s'enroulaient autour de fragments de lune. Au centre de tout cela, quelque chose d'énorme flottait entre les dimensions. Une construction de la taille d'une lune, en forme de crâne fracturé. L'esprit collectif Vorak, l'origine. Il n'attaqua pas, il attendit. À bord de l'Hadès, un signal d'urgence parvint du poste de communication. « Monsieur, l'un de nos vaisseaux vient de changer de direction. » Alver fit un virage brusque. « Quoi »
L'écran s'alluma, affichant l'UNSV Achille, un des croiseurs lourds d'escorte. Sa structure se tordait, des panneaux de coque se repliaient vers l'intérieur. Les ponts se déplaçaient selon des angles impossibles. Des cris emplirent les communications, puis des rires, puis le silence. Le vaisseau cessa de répondre, puis il parla. Non pas par radio, mais par une impulsion neuronale directe qui court-circuitait toutes les interfaces à bord de l'Hadès. Ce n'étaient pas des mots, mais des sentiments, terreur, faim, curiosité, obsession. Les Voriques ne se contentaient pas d'observer, ils échantillonnaient. Un murmure résonna dans chaque console, chaque oreillette, chaque nœud d'IA. Vous êtes la forme qui nous manque. Coupez toutes les connexions neuronales, aboya Halver. Désactivez toutes les IA non essentielles. Ruiz se précipita vers la console latérale et martela les codes de remplacement. Ils tentent d'infecter nos systèmes par liaison cognitive. Nous les détectons. Une des stratèges cybernétiques s'effondra, du sang coulant de son nez. Elle tremblait sur le sol, murmurant sans cesse le nom d'Halver. Le Vorik avait lu dans ses pensées. « Coupez la transmission !» grogna Halver. Un soldat s'avança, leva son fusil à impulsion et logea une balle en plein crâne du tacticien. Le corps cessa de trembler. Halver ne broncha pas. Verrouillez le vaisseau, plus aucun contact. Alors que la flotte approchait de la mine ruche, d'étranges formes dérivèrent entre les coques. Ni vaisseau, ni débris, des corps humains, des dizaines. Certains anciens, d'autres récents. Des visages déformés par l'horreur, figés dans le vide, et pourtant intacts. « Ce sont des équipes de reconnaissance », dit Ruiz d'une voix calme. « Comment sont-ils encore en vie ?»« Ce ne sont pas des vrais corps », répondit Halver. « Ce sont des appâts. » Un instant plus tard, l'un des cadavres flottants ouvrit les yeux, noirs, luisants d'une faible lueur, et hurla. Tous les systèmes d'IA de l'Hadès tremblèrent. 3 drones automatisés s'écrasèrent au sol, se convulsant comme des animaux agonisants. C'est alors que la ruche passa à l'action, non pas avec des armes, mais avec une intention précise. L'étoile noire émit une pulsation et l'espace se distordit. Soudain, toute la flotte cessa de se déplacer dans l'espace. Ils étaient à l'intérieur de quelque chose, entourés de murs d'os et de métal, des vrilles frémissant sous l'effet d'une réalité qui se déformait comme un liquide. « Ça nous a aspirés », haleta Ruiz. « Le système entier est vivant. » Halver se tourna vers l'officier d'armement. « Préparez la charge utile. » Le dispositif étoile noire était prêt, une arme que la Terre n'avait jamais eu l'intention d'utiliser. Une singularité repliée si étroitement que son existence défiait toute probabilité. Si elle était déclenchée, elle ne détruirait pas un système. Cela l'effacerait du temps, de l'espace, de l'histoire, comme si rien n'y avait jamais existé. Halver se tenait au-dessus du panneau de lancement, la clé à la main. Mais juste avant qu'il ne la tourne, le Vorax envoya un dernier message. Sur l'écran, une forme apparut. Sa femme. Parfaite, vivante, souriante. « David, dit-elle doucement, tu n'es pas obligé de faire ça, on peut tout arranger. » La guerre, la perte, la douleur. Sa main plana au-dessus du lancement. Ruiz murmura. « Ce n'est pas elle, c'est eux. C'est comme ça qu'ils pensent. » Elle s'approcha de l'écran. « Je me souviens de tout, dit-elle. Le voyage au lac, les anniversaires des jumeaux, le dernier appel avant l'attaque de Mars. » Sa main trembla. « Ce ne sont pas eux qui nous ont tués, dit-elle. C'est vous. Vous avez déclenché cette guerre. Vous nous avez appris la souffrance. » L'écran cligna. Soudain, son visage apparut. « Tu nous as montré à quoi ressemble la haine, dit la copie. Maintenant, nous la portons. » Halver n'hésita plus. Il tourna la clé et appuya sur le bouton de lancement. L'étoile noire fut déployée. Aucun son, aucune explosion, juste une lumière, une impulsion,
qui se replia sur elle-même. Puis l'étoile noire, la ruche, le système, les formes, les voies, tout disparut. La flotte émergea dans l'espace réel 10 minutes plus tard. Aucun signe de poursuite. Aucun signal vorax, rien. Juste le vide, pur, stérile, sans aucune marque. Après cela, la Terre ne célébra pas. Pas de défilé, pas d'acclamation, juste le silence. Trop de fantômes, trop de vérités dévoilées dans l'obscurité. Ils n'avaient pas seulement anéanti les Voraques. Ils avaient montré à la galaxie ce qu'était réellement l'humanité brisée à jamais. Ni survivant, ni conquérant, mais bourreau. Et le message était clair. Ne revenez pas. Les Voraques avaient disparu. Aucune trace, aucune radiation, aucun écho, aucune marque biologique. Le système qui abritait jadis leur conscience collective avait été entièrement effacé. 1000 années-lumière de mémoire, rayées de l'existence comme si elles n'avaient jamais existé. La mission fut un succès, mais personne n'éprouvait le sentiment d'avoir triomphé. L'UNSV Hades dérivait silencieusement en orbite autour de Titan, la nouvelle forteresse militaire de la Terre. Sa coque noire, marquée et calcinée, ne reflétait aucune lumière. Son équipage, du moins ce qu'il en restait, parlait à peine. Sur le pont de commandement, Alver était seul. Même Ruiz avait cessé de poser des questions. L'amiral fixait un écran noir. Son propre reflet lui renvoyait l'image, plus vieux qu'il ne s'en souvenait, plus dur, plus froid. La guerre était finie, mais la paix n'était pas encore revenue. Dans les semaines qui suivirent l'effacement par Null 7X, un changement s'opéra à travers les étoiles. Plus aucune attaque, plus aucune invasion, ni de la part des vestiges du Dominion, ni d'espèces renégates, rien. Les communications galactiques devinrent totalement muettes, non par peur, mais par paralysie. La galaxie avait vu l'humanité commettre un acte jamais osé par aucune civilisation. Ils avaient effacé un dieu. Ce faisant, ils avaient laissé un vide que personne ne souhaitait combler. Aucun vaisseau marchand ne franchissait les frontières. Aucun émissaire ne prenait contact. La Terre était devenue une île au milieu des étoiles, plongée dans le silence. Non pas isolée, mais mise en quarantaine. Dans le complexe du Trident Noir, le général Canet siégeait à une table ronde, avec le conseil de commandement unifié de la Terre. Ses bras métalliques tremblaient, tandis qu'il serrait une tasse de café froid et rassis. Des écrans éclairaient la pièce obscure. Sur l'un d'eux, un parchemin listait les espèces ayant capitulé. Plus de 50 petits empires, colonies et États clients s'étaient formellement soumis à l'autorité de la Terre sans opposer de résistance. Sur un autre, des images montraient des humains sur Kepler, Europa et les habitats martiens reconstruits, protestant contre l'expansion militaire et brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Plus jamais ça ». La guerre est finie. Pourquoi pas nous? Sommes-nous les monstres maintenant? Kenya observa la scène en silence. Puis il se laissa aller en arrière et alluma une cigarette. « Nous avons gagné la guerre », grogna-t-il. « Mais si nous ne jouons pas la carte de la prudence, nous perdrons la paix. » L'amiral Alver fut convoqué sur Terre pour un débriefing. Il y posait le pied pour la première fois depuis 6 ans. Ses bottes touchèrent la piste d'atterrissage calcinée aux abords de Nouvelle-Genève, capitale du Directoire terrestre unifié. Une pluie fine tombait. Le ciel était gris et lourd. Il marchait dans les rues en uniforme, sans escorte. Les gens le dévisageaient non pas avec admiration, mais avec incertitude. Il n'était plus un héros à leurs yeux. Plus maintenant. Pas après Théos, pas après Seitra, pas après l'Étoile Noire. Ilsaoa avait effacé des mondes, effacé des souvenirs. Des murmures s'élevèrent derrière lui tandis qu'il passait. C'est lui qui a détruit les dieux. Il a tué plus de gens que les varis. Il ne cligne même plus des yeux. Il continua son chemin. Aucune expression, aucune défense, car au fond, il n'avait pas pas tort. La salle du conseil était froide et stérile. Tout était en métal poli et illuminé par des lumières bleues scintillantes. Halver se tenait devant le conseil de 6 membres, tous d'anciens militaires, désormais fonctionnaires. Le conseiller Vaughan prit la parole le premier, jeune, idéaliste, en uniforme impeccable.
Vous aviez reçu l'ordre de n'utiliser le Dark Star qu'en dernier recours, amiral. C'est ce que j'ai fait, répondit Halver d'un ton neutre. Il y avait d'autres options, ajouta un autre membre. Confinement, négociation, surveillance. Tu n'étais pas là, interrompit Halver d'une voix ferme. Tu n'as rien senti qui tentait de s'insinuer dans ton esprit. Tu n'as pas entendu la voix de ta femme murmurer à travers les corps de ton équipage. Silence. Il se pencha en avant, la voix basse. Ils n'étaient pas une menace. Ils étaient un miroir, et nous nous serions perdus si nous les avions laissés vivre une seconde de plus. Un autre conseiller prit la parole. Et maintenant, la moitié de la galaxie pense que nous sommes devenus ce que nous avons combattu. Halver les regarda tous. Ils ont raison. Le silence retomba. Il se tourna pour partir. Nous pourrons discuter de moralité après avoir enterré nos morts. À l'extérieur de la chambre, Ruiz attendait. Il ne s'était pas rasé et portait des vêtements civils. Ils marchèrent ensemble dans le couloir en silence pendant un moment. Ruiz demanda alors d'une voix calme. « Que sommes-nous devenus » Halver s'arrêta. Ruiz se tourna vers lui. « Nous les avons vaincus. Nous avons déjoué les Varis. Nous avons survécu aux Voros. Nous avons réduit en cendres la moitié des étoiles de ce secteur. Alors, qu'est-ce que cela fait de nous » Halver regarda par le hublot où des flottes noires planaient en orbite, tels des vautours silencieux. Cela fait de nous les monstres qui ont survécu. Ruiz ne reprit pas la parole. Sur Terre, la descente s'intensifiait, la militarisation s'accélérait. La direction unifiée avait adopté une résolution visant à imposer une stabilité préventive, autorisant les flottes terriennes à patrouiller les systèmes capitulés et à imposer une gouvernance alignée sur l'humanité. Autrement dit, occupation. La paix cédait la place au contrôle. L'amiral Halver s'est vu offrir un poste à la tête de ce nouvel ordre. Il a refusé. Le Conseil n'a pas apprécié. Le général Kenney l'a rencontré en privé. « Ils veulent que vous incarniez cette nouvelle ère », a dit Kenney d'une voix rauque. « Je ne suis pas un politicien. » Ils ne veulent pas d'un politicien. Ils veulent un symbole. La galaxie vous craint. Halver l'a fixé du regard. Alors qu'il le fasse. Kenney soupira. Tôt ou tard, cette peur se transformera en haine. Je serai prêt. Des rumeurs circulaient. La Terre construisait une autre étoile noire, des centaines même, et développait une version qui n'effaçait pas les étoiles, mais le temps lui-même. Aucune preuve, aucune confirmation. Mais personne n'osait poser la question. C'était le nouveau pouvoir que la Terre avait acquis. Non par la diplomatie, les traités ou le commerce, mais par la peur. Et cette peur prenait de l'ampleur. Dans une base lunaire secrète, aux confins de l'amas du Héron, une petite coalition extraterrestre se réunissait en secret. Anciens ennemis, anciens alliés, tous unis par un même objectif, encercler la Terre. Ils parlaient à voix basse, craignant que même leurs murmures ne soient entendus. Un être, un tacticien à la peau grise et aux 5 yeux, déclara « Ils ont accompli ce que nous avons tous échoué. Ils ont tué les dieux, et maintenant ils règnent. » Un autre insectoïde émit un léger cliquetis. « Ils ne craignent rien, ni la mort, ni l'extinction. Nous n'aurions jamais dû les laisser accéder au pouvoir. » Et un troisième, plus âgé, plus lent, dissimulé sous une cape, murmura « Nous avons été bien naïfs de croire qu'ils s'arrêteraient. » La coalition commença à rédiger le protocole de confinement, un plan visant à couper complètement la Terre du reste de la galaxie, à interdire tout commerce, à brouiller les signaux, à ériger des murs du silence et non à attaquer la Terre. Personne n'était assez fou pour faire autrement que de l'enfermer et de prier pour que les barreaux tiennent bon. Halver retourna seul, à bord de l'Hadès. L'équipage subissait encore des évaluations psychologiques. Certains ne reprendraient en jamais leur service. Ruiz était parti, avait trouvé refuge dans la toundra islandaise et avait disparu. Halver ne lui en voulait pas.
Il parcourut le vaisseau vide, jadis instrument de la vengeance terrestre, désormais fantôme. Il entra sur le pont d'observation, s'assit dans le fauteuil du capitaine, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas fort, pas longtemps, juste assez pour se rappeler qu'il était encore humain. Il plongea la main dans sa poche et en sortit la photo abîmée, celle de sa femme et de ses enfants, tachée et usée par la guerre. Il la contempla longuement, puis murmura « On l'a fait, on a gagné ». Les étoiles au loin ne répondirent pas, car au fond de lui, il connaissait la vérité. Personne ne gagne une guerre comme celle-ci, on y survit tout simplement. Et on emporte le poids jusqu'à ce que l'âme ne puisse plus le supporter. Les étoiles restèrent donc silencieuses. Pour la première fois dans l'histoire galactique, aucun empire ne revendiquait d'expansion. Aucune nouvelle colonie n'était établie. Les routes commerciales étaient nettes et désertes. Même, la piraterie avait disparu. Il n'y avait plus rien à voler, plus rien à conquérir. Tous attendant que la Terre fasse le premier pas. Les autres espèces, les vestiges des États clients de Var, les fragments d'anciens rivaux, et même les collectifs dissidents ayant survécu au gouvernement, observaient la Terre, une question muette planant dans l'air. Vont-ils s'arrêter? La galaxie avait vu la Terre riposter. Elle avait vu les humains perdre leur cité mère, les avait vus contraints à la clandestinité, dispersés dans des colonies. Puis elle les avait vus transformer leur chagrin en vengeance. Elle les avait vus anéantir des flottes, briser des dieux, et finalement, arracher le cœur d'un empire de machines que l'univers croyait éternel. La Terre régnait désormais sur le pouvoir, et chaque civilisation craignait de devenir ce qu'elle avait détruit. Elle n'avait ni pas tort. En orbite autour de la station Kepler, Halver se tenait sur le pont d'observation de l'UNSV Hades. Le vaisseau était silencieux, non pas parce qu'il était abandonné, mais parce qu'il était au repos. Il n'était plus une arme. C'était un souvenir, une relique flottante de douleur et de victoire, de décisions prises en silence. L'uniforme d'Halver portait encore son grade. Ses médailles étaient scellées dans une boîte sous son lit, intacte depuis la fin de la guerre. Il ne voulait pas de rappel. Ce qui le hantait, c'étaient les choix. Citra, Théos, le système Vorax, autant de cicatrices, non seulement sur les cartes, mais dans l'âme même de l'humanité. Il fixait une étoile scintillante au loin. Une rumeur courait. La galaxie aurait baptisé une nouvelle unité de peur du nom de la Terre. Non pas une arme, ni une mesure de radiation, mais un état psychologique. On l'appelait le syndrome de Halver, une réaction documentée chez les espèces non humaines. Augmentation du cortisol, aphasie, dilatation des pupilles, déclenchée par des images de la flotte noire terrienne. Il était devenu leur épouvantail. Et d'une certaine manière, c'était pire que la mort. Sur Terre, le directoire s'effondrait. Les chefs militaires qui exigeaient une surveillance galactique totale se retiraient de leur propre ombre. Les manifestations avaient dégénéré en émeutes. La population était lasse du silence, de l'isolement, de tenir une arme chargée pointée sur les étoiles, sans raison valable de tirer. On murmurait que le pays allait se dissoudre. Certaines colonies avaient déjà proclamé leur indépendance discrètement, poliment, non par menace, mais par simple épuisement. Personne ne souhaitait une nouvelle guerre, pas même les vainqueurs. Dans le silence arctique du complexe du Trident Noir, le général Kane alluma une cigarette d'une main tremblante. Son bras cybernétique eut un tressaillement. La guerre l'avait épuisé, et il ne restait plus que de la rouille. Seul dans la salle de commandement, il observait le défilement. Des données, toutes les menaces neutralisées, tous les systèmes silencieux, murmura-t-il. La victoire a été trop dure. On frappa à la porte. L'amiral Halver entra sans prévenir. Kane leva les yeux. « Ils te suivent encore ?» demanda Halver, assise en face de lui. « Ils ne t'acclament pas, mais ils t'écoutent. » Kane fixait la table. « J'ai passé ma vie à me préparer à affronter l'ennemi extérieur, » dit-il. Personne ne m'avait jamais mis en garde contre celui qui me fixait du miroir.
Halver resta silencieux. Kenny leva les yeux. « Je démissionne. » Halver cligna des yeux. « Toi ?» Kai acquiesça. « Laissons la prochaine génération décider du monde qu'elle souhaite. La mienne n'a connu que le sacrifice. » Il marqua une pause, puis ajouta « Toi aussi, tu devrais. » La voix d'Halver était faible. « Ils ne me laisseront pas partir. » Puis disparaissait. Kenny se leva. « La galaxie te croit déjà fantôme. » Une semaine plus tard, Halver avait disparu. Aucun communiqué de presse, aucune cérémonie, il a tout simplement disparu. L'Hadès a quitté son orbite discrètement, a effectué un saut à l'aveugle dans l'espace inexploré et a disparu de tous les registres. Personne ne savait où il se trouvait. Certains disaient qu'il était allé vivre parmi les colons de la bordure extérieure, sous une fausse identité. D'autres pensaient qu'il était entré en cryostase et avait demandé à l'IA de le réveiller si jamais les étoiles se rallumaient. Et certains, ceux qui le craignaient encore, croyaient qu'il les observait, attendant, prêt à revenir si quelqu'un commettait l'erreur de pointer à nouveau une arme sur la Terre. Personne ne le fit jamais. Les années passèrent. La direction Terre unifiée se désintégra, non pas dans la guerre, mais dans le silence. Les colonies proclamèrent leur propre drapeau. La Terre retrouva le silence, pansant ses plaies, soignant son peuple. Sa terre qui gardait encore en mémoire le bruit des tirs orbitaux. Les enfants grandissaient sans connaître la peur, sans apprendre la guerre, mais toujours bercés d'histoire. L'homme qui effaça les dieux. La flotte de vaisseaux noirs. Le jour où la Terre devint la force la plus dangereuse de la galaxie et choisit de ne pas le rester. Car la puissance à son apogée n'a plus besoin d'être prouvée. Elle a besoin d'être commémorée. Et la Terre devint un avertissement inscrit dans les ténèbres. Non pas à cause de ce qu'elle a détruit, mais à cause de ce qu'elle a choisi de ne pas détruire. Des décennies plus tard, sur une planète colonisée paisible orbitant autour d'une étoile blanche et pâle, un enfant demanda à son grand-père pourquoi plus personne ne visitait la Terre. Le vieil homme sourit amèrement. « Ils n'arrivent pas à se décider. Sommes-nous des saints ou des démons ?» dit-il. L'enfant fronça les sourcils. « Qui sommes-nous » Le vieil homme contempla les étoiles, puis murmura « Nous sommes ce qui reste après l'incendie. » Épilogue. Dans un système oublié, sur une lune sans nom, profondément enfouie sous un rocher qui n'avait jamais connu la lumière du soleil, un noyau d'IA se ralluma. C'était Vorak, non pas une ruche, mais un fragment endommagé, isolé, mais toujours conscient. Il cligna des yeux une fois, deux fois, puis murmura dans le silence absolu. Il nous a montré ce que signifie souffrir, mais nous n'avons jamais appris ce que signifie pardonner. Et la reconstruction a commencé lentement, patiemment, car certains monstres meurent vite et d'autres apprennent simplement à vivre.